Salut amis téléspectateurs, bienvenue dans la seule émission qui revient sur 50 ans de fumette à la télévision. Plus sérieusement, mais non, mais vous êtes à plus ou moins geek, bien évidemment, le seul magazine qui revient sur 50 ans de culture geek et de pop culture, il est bon de le préciser, et ce en 52 minutes. Avant de vous présenter l'invité qui va passer cette petite heure avec nous, laissez-moi vous présenter l'équipe de choc qui est réunie cette fois-ci autour de la jolie table. Il nous fait croire qu'il a 23 ans, comme Bernard Weber nous l'a suggéré, notre expert BD roman, Laurent Kessy. Il nous fait croire qu'il est jeune parce que quand il était petit, on regardait Récréados, la version portugaise de Récréa 2. Nicolas Augusto, notre expert jeux vidéo. Il nous fait croire qu'il est jeune alors que quand il était petit, on venait à peine d'inventer le gramophone. Rurik Salé, notre expert cinéma. Et celui qui va passer une heure avec nous vient, Mickaël. Je suis ravi d'accueillir toujours des auteurs. On défend assez les auteurs dans cette émission. Mickaël, mention. On parlera de ton livre qui s'appelle... Fils de Sam. Fils de Sam, Fils de Sam, ça sera un petit peu plus tard dans l'émission, 2 créneaux pour lui, mais tout de suite, le sommaire. Aujourd'hui, vous découvrirez ou redécouvrirez le roman de SF Tous à Zanzibar. Yumi et son cosplayer issu de l'univers de Final Fantasy, un dictionnaire consacré au nerdcore, les jeux vidéo No More Heroes 1 et 2, RL qui s'intéresse aux toilettes japonaises, Sissi, une interview carrière de l'ancienne pin-up et comédienne Caroline Munro, la team du joueur du grenier qui revient sur l'inspecteur Gadget, le film Planète Terror du Mexicain fou et feignasse Robert Rodriguez, et pour finir, la shopping list. Mickaël, on disait donc il y a quelques secondes, hein, pas svelte et léger, le fils de Sam. Je dis toujours le fils de Sam, mais non, c'est Fils de Sam, donc ton roman qui vient de sortir chez Ring, dont on parlera un petit peu plus tard. Pour te présenter un petit peu à mes camarades, Le Rhume du Pingouin 2008 aux éditions du Rocher. Avant ça, tu dessinais, tu voulais plutôt te consacrer à la bande dessinée. Tu publies en 2012 Sale temps pour le pays, qui s'intéressait déjà à un tueur en série, qui était Peter Sutcliffe. Oui, voilà, qui rappelons-le, était un personnage, un humaniste, puisqu'il aimait bien faire mourir les gens très rapidement. Et le bricolage aussi, voilà. Parce que tu as au marteau et au tournevis. Voilà, une sorte de Valérie Damido, mais un peu plus funky. Bouquin pour lequel tu vas gagner le Grand Prix du roman noir français 2013. Oui. J'ai envie de dire quand même... Attendez, excusez-moi. Grand Prix du roman, quoi. Je veux dire, c'est quand même plutôt pas mal, donc on en reparlera un petit peu plus tard. Je te réexplique le principe de l'émission. Mes petits camarades auront 6 minutes chacun pour te convaincre de te jeter dans l'œuvre qui vont te faire découvrir ou peut-être redécouvrir, car je sais que tu es plutôt assez ouvert à cette culture-là, pop culture et geek culture. Comme nous sommes vraiment à l'avant-dernière émission, je me permets d'être un placement de produit vivant avec ce t-shirt et la BD de Laurent Kessy que je montrerai fréquemment. Voilà. Et on peut le dire, le magazine de l'année et la bande dessinée de l'année. Oui, et en plus, en ce moment, j'écoute WeFM, je vais beaucoup sur Gameblog, je regarde RIP, et j'ai oublié personne, et ça, on s'en fout. Allez, je rappelle aussi chez vous, plus sérieusement, que vous pouvez bien évidemment commenter l'émission sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, allez voir aussi notre chaîne, plus ou moins Geek TV, sur YouTube, mais surtout, n'y allez pas pendant l'émission, c'est un peu con. Et bon, on va attaquer, j'ai envie de dire, attaquons par le meilleur d'entre nous, le plus intelligent, celui qui a des lunettes, car tous les auteurs ont des lunettes, Laurent Kessy. Faudra couper juste là. Pour la peine, j'enlève mes lunettes. Et tu vas me les prêter d'ailleurs. Et tiens, je te les prête. Et aujourd'hui, je vous parle d'un livre qui s'appelle Tous à Zanzibar de John Brunner, qui date de 1968 et qui a reçu le prix Hugo en 1969. Et on regarde quelques images de ce bon vieux John. Let me get one thing clear straight away. For me, the label science fiction is primarily a bookseller's convenience. It tells the guy who runs the store on which particular shelf he should put this particular book. I'm not a science fiction writer, quotes on and off. I'm a writer. Punct. On dirait pas Baptiste on dirait pas... Ouais, je suis entièrement d'accord. C'est Baptiste des 60. J'avais pas fait gaffe. Il se trouve qu'en plus, John Brunner parlait très bien français. Il était francophile. C'est vrai que là, pour les sous-titres, j'avoue que j'avais dit mal. Baptiste Poulain, par contre. Donc, Tous à Zanzibar. Alors, pourquoi ce titre, avant de vous expliquer de quoi il s'agit? Tous à Zanzibar... Au début du XXe siècle, en Angleterre, on disait que la population mondiale pouvait tenir, si on se tenait droit côte à côte, sur l'île de White. Et par contre, dans le futur qui nous est proposé dans Tous à Zanzibar, qui était le futur de 1968, c'était en 2010, qui est maintenant notre passé, la population avait tellement augmenté que pour tenir debout les 9 milliards d'êtres humains qu'il postulait qu'il y aura en 2010, il faudrait être sur l'île de Zanzibar, qui est 50 fois plus grande que l'île de White.
Qu'est-ce qu'ils vont y faire alors? C'était juste serré comme ça. C'est juste un truc pour montrer que ça parle et de surpopulation et d'un futur proche. Voilà, c'est ce qu'on appelle de la spéculative fiction. On est dans une époque où John Brunner dit, voilà, par exemple, dans l'extrait qu'on a vu, je ne suis pas un écrivain de science-fiction, je suis un écrivain tout court. Et il y a une espèce de besoin de reconnaissance et un besoin d'éclater un peu les marges, les frontières dans lesquelles on est enfermé dans la science-fiction. Est-ce qu'une fois de plus, ça veut pas dire que quand tu es un écrivain de science-fiction, pour beaucoup, tu n'es pas un écrivain? C'est ce que sous-entendent, ou de genre, on peut dire un auteur de polar, on en parlera tout à l'heure, mais oui, c'est un peu, tu es un sous. Est-ce que quand vous faites des scénarios de bande dessinée, vous n'êtes pas un vrai auteur? Oui, voilà, on n'écrit pas vraiment, quoi. On fait juste les trucs qu'il y a dans les bulles. Et de quoi ça nous parle? Alors, de quoi ça parle? Alors, John Brunner disait c'est un non-roman. Je dirais plutôt que c'est vraiment un livre-univers. Donc on est en 2010, surpopulation, on l'a compris, pollution immense. Pour traverser les rues de New York, par exemple, il y a des bornes avec des masques à oxygène pour qu'on puisse continuer à avancer. Eugénisme, on a le droit de se reproduire que si on a des bons gènes et que ça va pas entraîner des maladies chez nos rejetons. Excuse-moi, c'est le minimum. Voilà, un futur très dystopique et qui en même temps ressemble un petit peu au nôtre. Et c'est ça qui est un peu effrayant dans les bouquins. Et ce qui est très intéressant là-dedans, jusque-là, rien de très original, mais c'est la technique qu'emploie Brunner pour décrire son monde. Il l'applique à John Dos Passos, qui est un auteur américain début du XXe siècle, qui a écrit notamment Manhattan Transfer, et qui, dans sa trilogie USA, utilisait une technique en alternant les points de vue de chapitres. C'est-à-dire, il y avait 4 types de chapitres. C'est plutôt intéressant, puisque c'est une petite particularité du bouquin. Mais je ne dis rien. Oui, d'attention, ça me fait penser à Soleil. Là, il y a deux, dans le bouquin de Michael, il y a deux pistes narratives comme ça, et dans les bouquins de Dos Passos. Tu veux dire qu'on n'est pas au grand journal, tu as lu le livre de Michael? Non, j'ai pas eu le temps de le finir. Je l'ai avoué juste avant, mais j'ai lu la moitié. Il y a 4 façons de raconter. Donc il y a contexte, qui permet de se faire une idée du monde dans lequel on est, c'est-à-dire ça peut être des publicités, des extraits d'une émission de télé, tout ce genre de choses. Le monde en marche. Là, c'est encore pire. Ça peut être, par exemple, des bruits de conversation qu'on entend dans le bus, des choses qu'on capte comme ça, sans autre explication. Voilà, on entend des phrases, on voit C'est des différents chapitres du livre. Voilà. C'est super, ça. Il y a, je sais pas, 50 chapitres contexte, par exemple, 50 chapitres Le Monde en Marche. Il y a aussi Jalons et portraits, qui là sont des portraits de personnages, mais qui peuvent être le président d'un pays, par exemple, comme le Pékin moyen. Il y en a un, c'est un jeune homme qui part à la conscription, qui va aller dans l'armée. C'est des portraits de personnages qui habitent dans ce monde. Ils ont tous forcément un lien avec... Pas forcément. Et le dernier arc narratif, c'est continuité. Et là, c'est l'histoire proprement dite. C'est l'histoire de 2 personnages, dont j'ai oublié les noms, Donald Hogan et Norman Niblock. Un est le vice-président d'une grosse compagnie d'électricité qui est en train d'essayer de racheter carrément un État africain pour faire du business. Et l'autre, c'est Et le mec parlait de ça dans les années 60. Un espion, ouais. L'autre perso est un espion qui essaye de récupérer l'invention d'un génie qui permettrait, soi-disant, de créer des enfants prédestinés à être précoces. Voilà. C'est comme s'il avait pris un type de 1968, qu'il le mettait en 2010 et qu'il lui dit voilà ce qui se passe. Si la machine... On y croit totalement, quoi. Ben ouais, t'es vraiment transporté dans un truc. Il y a des trucs que tu comprends pas. Et c'est j'imagine ce que tu devrais ressentir si tu allais vraiment dans un monde futuriste. Quoi. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne connaît pas l'œuvre peut la découvrir sans que ça ait pris un coup de vieux? Alors, j'ai relu pour voir et ça n'a pas pris de coup de vieux et c'est même d'une espèce d'actualité... effrayante, presque. Presque effrayante parce que il y a plein de choses qu'il décrit qui sont, par exemple, j'en ai noté plein, mais par exemple, les États-Unis sont en conflit commercial avec la Chine dans ce monde-là, et puis avec la Russie en 68. Putain, le mec, il avait déjà, il y avait des gens qui en parlaient, mais il avait clairement compris, il a spéculé des trucs où il a eu de la chance, mais en tout cas, le monde qu'il décrit, non seulement est bluffant par la technique littéraire, mais en plus a des côtés un peu pas de prospective, mais il a entrevu quelque chose. Tu sais que ton livre me parle, parce que j'ai pas d'oreillette, j'ai un livre-rayette, et il me dit que tu n'as plus que 10 secondes pour cette chronique, car tu n'as pas le droit de dépasser plus que tes petits camarades. Une dernière petite anecdote, John Brunner est aussi dans un bouquin qu'il a écrit en 1975 qui s'appelle Sur l'onde de choc et qui traite d'informatique et notamment des virus informatiques. C'est lui qui a à l'origine du mot vert, comme dans les virus informatiques, voilà. C'est lui qui a inventé ce mot vert qui a été repris après pour les vrais virus informatiques. Et souvent, la postérité d'un écrivain de SF
se joue aux mots qu'il a inventés et qui sont rentrés dans le langage courant. Et en ce sens, on peut dire que John Brunner est un sacré bon écrivain de science-fiction. Mickaël, est-ce que tu as inventé un mot qui te permettra de rentrer dans la postérité? Je fais souvent des néologismes. Si, pour BHL, j'en ai eu un dans le bouquin, je dis que c'est un escroquignol. Ça me paraît... Pas mal. Voilà. C'est très puéril. Mais Un pas vers la postérité, en tout cas. À Noël Godin dans Tarter, qui adore lui mettre des tartes dans la gueule. D'ailleurs, il a pris du retard un peu. Il a laissé passer du temps, faudrait qu'il revienne. Mais parce qu'il essaie d'attaquer Yumi. Yumi, qu'on retrouve tout de suite dans sa boutique. Peut-être elle se fera entarter par un vieux monsieur. Salut à tous, aujourd'hui 4 indices pour deviner mon invité du jour. Indice numéro 1, elle est mystérieuse. Indice numéro 2, c'est une sorcière noire. Indice numéro 3, elle a un Mog en peluche. Indice numéro 4, elle finit par se marier avec Waka. Vous avez quelques instants pour réfléchir. Il est temps maintenant pour moi d'accueillir mon invité du jour. Donc bonjour déjà. Bonjour. Pour le moment, t'es en civil, comment est-ce que je dois t'appeler? Lu. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis apprentie en management des services orienté technologie. D'accord, donc maintenant on va pouvoir découvrir ton identité secrète. Alors déjà, pourquoi Loulou de Final Fantasy X? Parce que c'est un personnage qui m'a beaucoup plu par rapport à son caractère. Donc un caractère froid au premier abord, mais super protecteur. T'as commencé comment? J'ai commencé parce que mon meilleur ami a voulu qu'on en fasse, parce qu'on était adeptes des conventions comme la Japan Expo. Et puis donc j'ai acheté mon premier costume pour voir si ça me plairait. J'ai fabriqué l'arme qu'elle est avec, et puis on a adoré ça et on a continué. Donc il y a donc en fait ton cosplay, c'est une robe. Enfin, explique-nous un peu comment tu l'as fait. Donc il y a 2 jupes, une superposée sur l'autre, la noire et la grise. La noire comprenant le support pour faire l'ampleur, les manches, le bustier et la fourrure. Je vois qu'il y a des broderies aussi sur la... Alors c'est pas tout à fait des broderies. Normalement, initialement dans le jeu, c'est de la dentelle. J'ai choisi de le faire en feutrine pour pas que ça se casse comme du fil. Et j'ai tout dessiné à la main par-dessus. Pour le corset, c'est un corset que t'as acheté. Je suis pas encore très douée pour les corsets. Mais c'est toujours plus pratique d'acheter son corset de toute façon, parce qu'il suffit qu'il soit un peu mal fait et après ça maintient pas assez. Elle a aussi plein d'accessoires au niveau du cou et dans les cheveux. Il y a 3 colliers qui s'entassent les uns sur les autres. Il y a les boucles d'oreilles toutes rouges et il y a les 4 pics dans les cheveux qui ont été les plus difficiles à faire. Et comment t'as fait tout ça alors? Alors, basiquement, j'ai pris une baguette chinoise pour manger en bois que j'ai affûtée et j'ai utilisé de la pâte Fimo pour les détails. D'accord. Et les colliers? Les colliers, il y a un peu de tout. Il y a de la craie à mousse que j'avais fait initialement en pâte Fimo, mais ça n'a pas tenu, des perles et des petites pailles pour boire en plastique. Ah, c'est des pailles pour boire, ça? Oui. Ah, ça se boit pas. T'as repeint que j'ai repeint par-dessus. Ouais. Après, au niveau de la fourrure, t'as pas un peu galéré? T'as pris un patron? Non, tout simplement, j'ai pris un rectangle de fourrure que j'ai plié en 2. Et puis, c'est la vista, quoi. Et que t'as placé. Voilà. Il y a juste 2 boutons pression pour faire tenir là. Et puis... Bon, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter sur ton cosplay. Ce serait par rapport à la jupe, comme tout le monde sans doute, qui initialement est faite d'une 40aine de ceintures dans le jeu. Mais on imagine bien que 40 ceintures, ce serait beaucoup trop lourd pour pouvoir faire tenir l'ampleur derrière de la jupe. Donc mon astuce, moi, c'était d'utiliser du tissu pour faire des effets ceinture et de faire des boucles de ceinture en carton. Et t'as mis combien de temps en tout à faire ton cosplay? Je dirais 2 mois, travaillant les week-ends. Le plus long, ça a été les dentelles, c'est ce qui m'a pris le plus de temps. J'ai passé mes soirées d'hiver sur la dentelle dessinée à la main. Donc bon courage pour toutes celles qui voudraient le faire. Donc je pense qu'il est temps de passer à l'astuce du cosplayer. Tu nous avais parlé de ton premier cosplay que tu avais acheté mais que tu avais quand même fait l'arme. Oui, donc celle-ci, celle de Lightning de Final Fantasy XIII, donc qui est entièrement en bois, que j'ai réalisée à partir d'une image du jeu et que j'ai vectorisée sur Illustrator. Qu'après j'ai décidé de faire les différents détails de l'épée en différentes couches. Là, on voit les couches de bois en fait. Voilà. Donc ici on voit bien ce qui manquerait, un bon ponçage pour tout égaliser. Mais bon, c'était pas encore à l'ordre du jour à l'époque.
Et donc plus tard, comme j'ai décidé que j'adorais le cosplay, j'ai fait sa grande sœur, donc de Lightning, de Final Fantasy XIII 2, et qui n'est absolument pas maniable, celle-ci, bien évidemment, puisque l'aileron empêche tous les mouvements, donc un petit peu plus volumineuse et un petit peu plus compliquée à faire, mais toujours sur le même principe de vectorisation et des taches de bois pour les détails. Sauf qu'ici, vraiment les détails qui normalement devraient être en 3D, j'ai utilisé de la craie à mousse. Et sinon, au niveau de la peinture, t'aurais pas un conseil à donner aux cosplayers parce qu'elle fait quand même assez métallique? Alors là, c'est de l'acrylique, couleur argentée que j'ai utilisé. Mais ce qui manquerait pour encore finaliser et donner plus l'effet métallique, ce serait un coup de lac spécialisé, que j'ai fini par trouver. Donc ça donne un aspect acier sans donner un aspect trop laqué, verni. Pour Loulou, c'est 2 semaines de travail, 4 paquets de Fimo, 16 ceintures et 8 mètres de tissu. Coupé! Vous savez que le gros avantage de faire une émission télé, c'est que si vous aimez une chronique, c'est super pour vous. Si vous l'aimez pas, c'est con, vous allez quand même devoir la regarder ou aller faire pipi. Je vous laisse choisir, camarade, ton camp. Tout de suite, le Geektionnaire. Yogourt, bienvenue dans cet avant-dernier Geektionnaire. Pour commencer, je vais vous poser une petite question. Et si les nerds se mettaient à rapper, ça donnerait quoi? Wouah, c'est fractal! Mais non, ça donnerait le nerdcore, un courant musical mélangeant hip-hop et culture nerd. What the f... Ce style musical, parfois nommé Geekstar Rap, est apparu courant 2000 sous l'impulsion de MC Frontolotte, le pionnier du genre. Alors ça raconte quoi le nerdcore? Eh bien tout simplement le quotidien bien rempli d'un nerd. D'une partie de Diablo 2 qui a duré 30 heures à la recherche d'un jeu 8 bits sur une brocante, ou du codage informatique d'un virus à la vie sexuelle épanouie d'un Stormtrooper. J'exagère à peine, mais c'est un peu ça, remplacer les textes dénonciateurs et sociaux du rap urbain par des considérations d'ingénieurs informaticiens, de fans de SF ou d'astrophysiciens. Mais pas que, certains textes dénoncent également le fait d'être rejeté par une société bien pensante, d'avoir un comportement asocial, et proclament que le rap n'appartient pas qu'à la rue, mais aussi au clavier, arguant que le malaise d'être en... Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai écrit encore hein? La base rythmique et musicale diffère d'un artiste à un autre. On peut trouver du sample basique comme dans les années 90, de la musique 8 bits ou des sonorités un peu plus lourdes. Ah la pute. La philosophie nerdcore, c'est d'assumer totalement sa nerditude, de le clamer haut et fort, et de n'aborder que des sujets grave nerds, quitte à ne s'adresser qu'à des graves nerds. Parmi les artistes nerdcore, on peut citer Whitey Cracker, MC Hawking, Nursella, Optimus Rhyme, MC Router. Quasiment aucun n'est rappeur professionnel. Ils sont tous autoproduits, autodistribués et sacrément passionnés. Loin d'être un sursaut de mode sorti tout droit du trou de balle d'un farfelu, le nerdcore existe et persiste encore depuis 14 ans, principalement aux US. Là encore, on n'a pas trop d'équivalent en France. C'est peut-être pas plus mal en fait. Et pour vous, voici 10 secondes un petit peu pathétiques avant de retourner sur le plateau de plus ou moins geek. On vous attend sur le site Facebook, Twitter de l'émission. On compte sur vous pour que ça soit pas la dernière saison. Celui ou celle qui en parle le plus promis, on l'invite. Et David lui envoie même un poster géant de cette... Je ne parle pas. 2, je me trompe souvent de prénom, notamment avec mon ami Robert Nixon. Mais en 3 ans, jamais personne ne m'avait fait une escroquerie pareille. C'est-à-dire que je demande une chronique jeux vidéo, et cet homme m'en propose 2. Tout de suite, Nicolas Augusto, je exige des explications. Alors, je vais vous parler d'un jeu qui va parler armurerie, je vais aller dans le déluré. Parce qu'on m'affuble de Nintendo, de Mario, de Zelda, et là je vais vous faire découvrir Ever. Et là je vais vous parler du jeu Freaky Ever. Comment Freaky Ever? Freaky Ever. Alors, le jeu est sorti en 2008 sur la Nintendo Wii, la console grand public, la console des papas et des mamans, et on a ce truc qui arrive, sorti de nulle part. C'est un créateur japonais qui monte sa société, qui s'appelle Grasshopper. Et c'est une sorte de petite boîte d'une quinzaine de gars, complètement barrés. Pour vous donner l'idée de comment il reçoit les journalistes quand il fait ses interviews, c'est sur le trône. Il est assis sur les chiottes, le rôle de PQ, et t'as les mecs qui prennent l'interview. J'ai toujours dit un Game of Thrones. Et ce mec, Goichi Suda, c'est un peu le what the fuck du jeu vidéo. C'est un mec très Quentin Tarantino, c'est un mec qui en a en gros rien à foutre de tout. C'est une sorte de punk anarchiste du jeu vidéo. Exactement. On interprète un personnage qui s'appelle Travis Touchdown, et ce mec gagne sur un site aux enchères, donc une sorte de eBay,
Donc il y a une sorte de critique, un sabre laser. Et avec ce sabre laser, il rencontre une super bonasse qui s'appelle, attention, accrochez-vous, parce que je l'ai noté quelque part, Carol Canten. Non, elle s'appelle Sylvia Kristel. Est-ce que vous vous souvenez qui est Sylvia Kristel? Bien sûr, c'est exactement la comédienne de Emmanuel. Oui, tout à fait. Et en hommage à cette comédienne, Goichi dit vas-y, on s'en fout, un truc bien cradaque, et on envoie ça dedans. Et en fait, tout le jeu est rempli de conneries. Et donc, du coup, elle tombe amoureux de cette nana et décide de se confronter au plus grand tueur du pays. Et il veut devenir le numéro 1. Et il arrive à négocier avec la nana, si je deviens numéro 1, je couche avec toi. Donc il y a tout un truc de cul, un peu relation un peu prostituée, c'est très otak, très geek, c'est complètement marié, c'est des millions de références un peu à tout. Alors est-ce que c'est pas complètement bordélique et est-ce que toutes ces références à un moment se percutent pas? Alors là on va rentrer un petit peu plus dans le jeu, comment ça se joue. Le premier numéro est très GTA. C'est-à-dire que tu te balades la journée, tu fais tes jobs, tu gagnes des thunes en allant piquer des noix de coco dans les palmiers, puis tu vas revendre ça pour t'acheter un super méga sabre de la mort. Il y a une sorte de... C'est très GTA. Tu rencontres les méchants, chaque méchant a une super histoire ultra grave à te raconter. Putain, je couchais avec ma femme devant mes enfants, tu penses que c'est bien. Et t'assistes à un déluge, un florilège de choses complètement barrées. Et le gameplay est plutôt excellent. C'est-à-dire, on interprète à certains moments, je sais pas s'il y en a dans le public qui ont joué à ce truc-là, ça ressemble un petit peu à ce qu'on aimerait dans un jeu Star Wars. Parce que t'as ce mec-là, avec sa crête barrique, son truc en cuir, les lunettes, il simule de temps en temps le sabre laser à la place de son manche, et donc du coup, t'as des trucs, tu dis, putain, c'est pas possible, ça allait jusque-là, et tu sens que les mecs sont en roue libre. Il dit, ouais, vas-y, on verra bien. Et il a un hommage, il le dit, Souda, ce jeu, il l'a fait en hommage à El Topo. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure. Le jeu Jodorowsky. Jodorowsky, exactement. Pouvez-vous réintroduire El Topo et surtout vas-y, introduire. Non mais El Topo avec la Montale Sacrée. Si je me trompe pas, El Topo c'est le premier film d'Alessandro Jodorowsky. Ouais. Voilà, qui est un grand réalisateur qui a fait très peu de films au final et qui a fait beaucoup de scénarios de BD aussi, notamment avec Möbius. Oui. Voilà, et El Topo c'est complètement fou, un espèce de western. Il se met pas de limite en fait. Bah non, il n'y en a pas là, clairement. Le No More Heroes, c'est vraiment ça, on ne se met pas de limite. Mais est-ce qu'il y a un côté un peu, mystique, surréaliste comme dans El Topo? Tout le long. Il y a vraiment un truc, tu te dis, c'est pas possible. Là, dans le premier, tu le sens moins. Dans le deuxième, Travis n'arrive pas jusqu'au bout du truc, il y a une suite. Il re-rencontre Sylvia, la nana. Elle lui dit, bon, cette fois, peut-être que je te ferai une gâterie, machin. Allez, remets ça, je crois en toi, tu peux être le numéro 1. Et là, il repart, et sauf que pendant les 3 ans qu'il y a eu entre les 2 volumes, il y a eu 50 tueurs et c'est tous des brutes, un truc de fou. Et donc du coup, il commence 50e. Et on va avoir ce péril totalement barré. Là, exit tout le côté GTA. On n'a plus que des rencontres qui sont très combats. Et entre chaque, ce sont des jeux 2D type NES pour gagner de l'argent. C'est hommage aux jeux de catch sur la NES ou Double Dragon, ce genre de truc. Ils sont allés directement au propos, on voulait raconter une histoire barrée. Et pour te dire, voilà, les personnes que tu rencontres, ça peut aller même du méca. Tu arrives dans une rue, t'as un énorme robot géant, et puis le mec qui te regarde, bon, allez, viens, hommage à Goldorak, complètement barré. T'as un autre truc aussi avec, tu sais, les pom-pom girls, et elle lui dit, ouais, moi, dans ma vie, moi, mon rêve, tu vois, c'est de danser. Mais par contre, je serais pas contre de te faire une petite gâterie, Travis. C'est tout long comme ça, des gamines de 12 ans qui te font des hallucinations pas possibles. Et je me pose la question, comment des gens de chez Nintendo ont dit, ouais, vas-y, banco, tu sais, non, Mario, tranquillou, banco. Oh, tu sais, on a déjà vu des trucs plus étranges que ça. Placement de produit. Ce jeu est un vrai ovni, marche pas, faut être honnête. Hein. Oui, d'un côté, j'ai envie de dire, on comprend pas. C'est très anecdotique. Il y a eu une suite alors que ça marche pas. Ouais, parce qu'en fait, c'est un jeu qui ne coûte pas très cher, c'est entièrement homemade, c'est chez eux. Quels sont, toi, ce genre de trucs un peu what the fuck, mélange de tout? C'est des trucs qui te plaisent ou ça a plutôt tendance à te rebuter? Ça me plaît, ça me parle énormément. Je t'écoutais avec attention. Ok. T'es bien le premier dans cette émission. Oui, je sais, oui. Oui, mais c'est normal, c'est la première fois que je viens. Peut-être qu'à la prochaine fois. Non, mais ce qui se passe en fait, c'est que ça fait très longtemps que j'essaye d'écrire sur plein de choses qui visiblement nous intéressent tous ici, vous aussi dans le public, mais qui n'intéressent pas tous les éditeurs parisiens et pas tous les producteurs français. Et notamment une trilogie coécrite avec un ami acteur et scénariste, Maximilien Poulaine, une trilogie qui est typiquement dans la tradition de Sin City. Alors, exactement. Et qui est à la croisée du jeu vidéo et de Sin City. Alors moi, je vais faire un truc what the fuck. Tu sais, dans les séries en général, tu sais, il y a des cliffhangers. Donc si tu veux savoir quelle est cette anecdote, tu le sauras un peu plus tard. On va rester sur le trône avec RL qui nous parle des toilettes au Japon.
les petits otaku de merde. Vous avez lu 3 mangas et vous pensez tout connaître sur la culture japonaise? Vous vous foutez de ma gueule? Vous voulez ma pipe dans le cul? Mais moi, je vais vous apprendre la vie, moi. C'est à cause de vous qu'il y a des préjugés à la con comme celui-là. Les toilettes, c'est l'endroit qu'on visite le plus au Japon. Oh! Laissez-moi vous expliquer, en 3 points et de façon élégante, pourquoi cette idée est complètement vraie en fait. Point numéro 1. C'est vrai que c'est un endroit qu'on va beaucoup fréquenter. Il en existe 4 types au Japon. Les urinoirs, les toilettes à la turque, les toilettes à l'occidentale, comme les nôtres, et les toilettes high-tech. Point numéro 2. Regardons de plus près ces toilettes high-tech. Il y a évidemment beaucoup de fonctions, vous ne les trouverez pas forcément toutes en même temps. Parmi eux, on peut trouver la cuvette qui se lève toute seule, le siège chauffant, évidemment il y a le panneau de contrôle qui permet la fonction bidet, le choix de la température et aussi la fonction séchoir. Il y a également une chasse d'eau qui se tire automatiquement, mais qui aussi se remplit dans un lavabo qui permet de se laver les mains. Économique, n'est-ce pas? Point numéro 3. Il y a également quelques particularités supplémentaires. Les japonaises ont ce qu'on appelle le syndrome de la vessie timide. En fait, elles ont peur qu'on entende ce qu'elles font. Du coup, elles ne cessaient d'appuyer sur la chasse d'eau pour couvrir le bruit. Ils ont créé une petite application qui permet de reproduire ce son et ainsi économiser de l'eau. Sega a également créé des urinoirs consoles. Maintenant, vous allez pouvoir jouer avec votre pipi. Mais avec les urinoirs Sega, la file d'attente, elle va être pire chez les garçons que chez les filles maintenant. Mais c'est bien, tu fais des progrès. Et toi, si t'as toujours pas compris, je viens chez toi et t'inquiète pas, t'auras plus jamais besoin des urinoirs. Au revoir. Ah, voilà un sujet qui va intriguer les plus jeunes, qui vont se demander comment les plus vieux d'entre nous peuvent trouver cette mamie incroyable. Parce que cette mamie n'est pas n'importe qui. Place à Caroline Munro, qui, comme Barbara Steele, que nous avions reçue dans une précédente émission, est une des figures emblématiques de l'horreur à l'ancienne, une ancienne pin-up des plus sexy. À son actif, l'abominable Dr Phoebus, Dracula 73, Capitaine Chronos, l'espion qui m'aimait, Maniac, le jour des fous entre autres. Retour sur une carrière atypique. Tu as commencé comme figurante? Yes, I did. In Casino Royale. I'd started, what it is, I went to art school for, I thought that's what I wanted to do, but I didn't have the qualifications. I didn't have the English and I didn't have the maths that you needed then to get into art school. And I wasn't that good at art. I was okay, but not great. There was a student at the art college where I was attending on Saturday. He wanted to take a photograph. He said, I need it for my portfolio. So I took the photographs. He liked the photographs and he asked my mother if he could send the photographs to they were having a competition in a newspaper. And he said, I would like to enter the competition. And it was run by a really famous English photographer in the 60s called David Bailey. So he's, by and by, the photograph won, and I became the face of the year for the newspaper. So I started modeling. So through the modeling, eventually, I think you used to have producers coming to castings. They would cast girls if they wanted them through the modeling agency. And that's how I got cast as an extra. Quel a été le rôle déclencheur? The turning point was Dracula, definitely, and working with Christopher Lee. It was absolutely, it was a transformation for me. During the filming of Dracula, something happened. It was kind of magical for me. It was a realization that actually what I was doing, I was believing. I mean, but totally believing. I became that character. I totally became that character for that film. I'd switch off and then I'd go and have a cup of tea, but I could still get back in, which was a revelation to me. So I decided then. So Dracula AD 72 was my turning point, realizing I wanted to study more. Comment commence l'aventure Dr Phoebus pour toi? I felt very blessed to be involved with that film. I was under contract to Hammer Films, but Robert Faust asked me to be involved if I wanted to play Vincent Price's wife. And I thought, I jumped at the chance. I said, yes, I would so like that. But I had the contract with Hammer, and Hammer didn't really want me to do it. They said, you can do it under the condition that you have no name. So I said, that's fine. I just want to work with Vincent and get the experience working with him. He was not only a spectacular actor,
with a voice, with an amazing voice. But I found him extraordinary to watch as an actor. He was wonderful to work with and so warm off camera, such a warm, amazing person. Comment tes enfants perçoivent tes films? Yeah, I have 2 daughters. One is 23 and she is acting. She is starting to act and I think she's going to be really good. The other one sings. They're both very artistic. They both are brilliant at art. But I didn't really tell them much. I mean, I remember Iona. She said, but Mum, she said, all the other mums and dads have proper jobs. You know, you don't go to work like the other mums and dads. You know, they all... I said, well, yeah, I know. I've done a funny job. I've done a different kind of job. This is when she was quite small. And then I said, I'll show you a bit of the job that Mummy does. So when she was about 5, they were showing James Bond on the television. I said, right, we're going to watch a film called James Bond. She was excited and it came on and we were watching it and it's Mummy, Mama. Yeah, I said, yes, that's Mummy. So we watched and we watched and we watched and then there came the scene with the helicopter. And Iona was watching, she was sitting right beside me. And then the scene where Naomi gets blown up. And suddenly she started absolutely crying her eyes out. She said, Mummy, he killed you. I hate James Bond. I hate James Bond. I said, I'm right here, Iona. I'm right beside you. It's a film. So it put her off watching my films for quite a long time. You know, she just didn't understand why it could be there and I'm here. So they didn't see things for quite a long time. And then they love Sinbad. They think Dracula AD is quite cool, Unearth the Earth's Core. So they've seen quite a few of them, but they haven't seen them all by choice. I mean, we don't. So it was always I did a job. I did an unusual job, but I did a job. So I think their proudest moment, which is interesting for my youngest daughter, who's the musician, is me being part of the Adam Ant video, Goody Two Shoes. That to her was so cool because she loves Adam Ant and his music. So I became cool. Allez Caroline, on te fait plein de gros bisous, surtout de la part des garçons de l'équipe. Rangez vos langues les mecs, ça fait négliger. Mickaël, ce qui est assez étonnant, c'est que, oui, mais appelons-nous par nos prénoms. Laurent a presque abordé finalement le style d'écriture de ton livre. Nico, un petit peu aussi par la thématique et les petites choses qui se percutent. Alors, je montre aux éditions Ring. Le Tao du bouquin. Ah ouais, regarde. Fils de Sam, donc on l'a dit, en termes de roman édité, c'est ton 5e, c'est ton 6e. Le Fils de Sam, c'est un tueur qui a sévi entre 76 et 77. À New York. C'est l'une des affaires criminelles les plus extrêmes de toute l'histoire des États-Unis. C'est malheureusement très simple. C'est un type qui sort de chez lui avec un flingue, un revolver et qui décide de décimer tous les couples dans les voitures. En l'espace d'1 an, il a tué 6 personnes, il en a blessé beaucoup d'autres. Et ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'était d'une part l'affaire criminelle, mais surtout que ce tueur n'est pas du tout une sorte d'illuminé comme Ted Bundy ou Charles Manson. C'est plutôt quelqu'un, David Berkowitz, qui a eu une vie relativement normale, avec des pannes de cœur, des problèmes familiaux ou autres, des problèmes sur le plan professionnel, mais une vie relativement assez simple, on va dire. Et qui se retrouve à tuer parce qu'il se retrouve à une époque où les États-Unis sont complètement brisés. Parce que c'est après la guerre du Vietnam. C'est une des particularités du roman. D'ailleurs, tu parlais des différentes grammaires. Ouais, mais est-ce qu'on peut justement qualifier ton bouquin de roman ou est-ce que c'est un document? Ah oui, ça c'est compliqué. C'est pas un roman, justement. C'est un livre hybride, justement, qui est à l'image de ce que je fais depuis bientôt 15 ans, à mon image aussi. C'est-à-dire que c'est un livre qui est à la fois entre le polar. Il se lit comme un polar, ça c'est très clair.
C'est un livre qui est à la fois à la croisée du docu-fiction, du scénar un petit peu sous certains côtés, dans le découpage de certaines actions, de certains assauts du tueur, et aussi du roman d'investigation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà eu plusieurs livres qui ont été écrits sur cette affaire, des livres écrits par des journalistes américains. La plupart, ils ont été rédigés juste après cette histoire-là, donc bien sûr, ils n'avaient aucun recul, ils étaient dans l'émotion. Puis c'était à l'américaine, donc malgré tout le respect que j'ai pour la culture américaine, puisque j'ai grandi dedans, c'est toujours très sensationnaliste. Moi, justement, je voulais m'affranchir de tout ça et ne pas partir dans une stigmatisation du personnage ou l'innocenté. Non, c'est vraiment aborder tous les faits de la manière la plus exhaustive possible, sans accuser à tort des gens, et juste mettre en évidence certaines choses qu'on peut qualifier de coïncidences. À défaut de... Oui, parce que je parlais juste des deux types d'écriture. C'est-à-dire qu'effectivement, à ce côté Dexter dans la tête du tueur en série, où effectivement t'expliques ce système avec HID qu'un chien qui aboie, l'autre a l'impression qu'on lui parle, tue ses filles, vas-y, lâche-toi, enfin, etc. Donc plutôt très intéressant. C'est vrai que c'est contrebalancé, tu parlais de la partie documentaire, c'est que les autres types de chapitres, ça explique en fait le contexte de l'époque. Tu reviens sur le massacre de Sharon Tate par la Manson Family. L'émergence des satanistes. Voilà, l'émergence des satanistes. Donc, c'est là où la frontière effectivement se brouille. C'est une question que je me suis posée moi. Comment tu fais le lien entre le contexte, alors on connaît Manson, tu décris plein d'églises satanistes et le tueur, est-ce que pour toi c'est le fruit d'un contexte ou est-ce que... C'est les deux. Je pars du principe qu'on est tous le fruit de notre époque. Ça se retrouve beaucoup d'ailleurs dans la culture geek. On a tous grandi avec Cobra, enfin tout ce genre de dessins animés, les Predators aussi, enfin les films comme Predator et tout ça. C'est vrai que Berkowitz, vu son profil, vu son manque d'ambition, vu sa fragilité, puisque même quand il tue sur le moment, il jouit profondément de ce qu'il a fait, et puis il se retrouve le soir chez lui, il en souffre terriblement, il veut se suicider mais il n'arrive pas, donc c'est vraiment un personnage qui est intéressant. Parce qu'il ne se sent pas grandir. Sur le long terme, il se sent pas grandir, il se sent pas du tout s'émanciper par rapport à ce qu'il fait. Sur l'instant, oui, mais avec le recul, quand il assimile ses actes, non. Donc du coup, Berkowitz, je pense que si l'Amérique n'avait pas été ce qu'elle était à cette époque-là, c'est-à-dire complètement sur les rotules, fragilisée par la guerre du Vietnam, le scandale du Watergate, l'assassinat des frères Kennedy, de Martin Luther King, la crise économique de l'époque aussi qui a complètement ruiné New York, je pense que Berkowitz n'aurait pas pu autant profiter de ce contexte et se mettre à tuer. D'ailleurs, on parlera un petit peu, mais tu as beaucoup d'influence. En fait, tu racontes dans le bouquin ce que Berkowitz va voir au cinéma, ce qu'il écoute. Donc ça, on en parlera un petit peu plus tard, parce que c'est intéressant. Il y a beaucoup de références là-dessus. Alors, deuxième partie, où on va creuser effectivement les références et les influences de Michael, c'est juste après. Et pour rester dans la joie et la bonne humeur, tout de suite, un sujet sur l'inspecteur Gadget. Ah, il est mort, hein. Il est complètement mort. Comme tous les autres, j'ai envie de dire. Ouais. On pourrait le sauver, peut-être, non? En le modifiant. Le modifiant, bioniquement. Ouais, lui implantant une machinerie avec des armes et des machines et des gadgets un peu... Comme Robocop. Ouais, non. Comme Inspecteur Gadget, plutôt. Ah ouais, la série phare des années 80, diffusée sur FR3 à l'époque. Ouais. Tu veux que je te donne le pitch? Non, c'est bon, j'en ai un. Donc je disais le pitch, voilà, donc c'est l'oncle Gadget qui est devenu bionique à la suite d'un accident. Il a chuté sur une peau de banane. On a transformé son corps, on l'a rendu bionique et on lui a implanté plein de gadgets qui lui serviront dans ses aventures. Gadget reçoit un télégramme du chef Gontier en fait, qui est toujours planqué dans des endroits un peu improbables. Il découvre sa mission et puis il va lutter contre l'organisation MAD, où le Dr Gang est à la tête. Dr Gang, le méchant emblématique de Gadget, où on voit juste en fait le fauteuil de dos, avec le matcha qui est sur le bureau, et on voit juste les mains gantées, avec des clous. Des espèces de pics, ouais, voilà, des trucs assez impressionnants, et c'est les seules choses qu'on voit de MAD en fait. Gadget va essayer d'affronter l'organisation MAD à l'aide de sa petite nièce qui s'appelle Sophie. Par rapport à Dr Gang, on n'a jamais trop su qui c'était, ça a toujours été le mystère qui a plané pendant toute la série. C'est surtout une rumeur de fans, c'est que en fait le Dr Gang, ça serait le chef Gontier. Tu vois, qui donnerait, ouais, voilà, c'est le truc qui fait fantasmer les fans, mais c'est pas la vraie version.
Donc pour la petite anecdote, à la base, l'inspecteur Gadget aurait dû avoir une moustache. Et c'est un truc qu'on peut retrouver dans l'épisode 14 où l'inspecteur Gadget a une moustache. Et c'est un clin d'œil au film La Panthère Rose où l'inspecteur Clouseau, c'est un flic hyper maladroit et tout, et français aussi. Donc voilà. Ouais, mais en même temps, c'est Jean-Charles Pen, forcément. Oui. D'ailleurs, c'est la première série Dick qui est arrivée aux États-Unis et qui a cartonné en fait. Ah, il a cartonné voilà. Oui, ça fait avait un statut culte, c'est pour ça qu'ils ont fait le film d'ailleurs. Et celui-là, pour ça, on fait quoi? Je sais pas du tout. Bon, au pire, on se casse, je veux dire, nous on est des inspecteurs, comme Gadget, il doit bien y avoir une fille et un chien qui vont résoudre ça à notre place. Quoi. Exactement. Ouais, allez, va. On se casse. Elle est où, la petite fille, le petit chien? Rappelons l'inspecteur Gadget, un grand tueur en série, on le sait, traîne souvent dans des trucs obscurs. Il traîne aussi dans des trucs un peu obscurs, c'est Rurik. Tout de suite, on passe au cinéma. Alors, ouais, j'ai choisi pour changer un film étrange, rigolo, mais un film peut-être connu. Il y a encore des gens sur Facebook qui vont faire tu parles de films que tout le monde a vu. Bon, quand il y a 15 personnes qui les ont vus, c'est pas non plus tout le monde le dire. Donc, allez-y mollo, les gars. Je sais pas ce que j'ai envie de dire sur ce film. Si ce n'est que c'est un film généreux, fou, qui est influencé par certains réals bien barrés, dont j'ai déjà parlé dans cette émission, etc. Mais trêve de mots. Je sais que c'est votre arme, monsieur Mention. Oui. Les images, maintenant. They're not living. They're not dead. The hell are the bodies? They're gone. They're not stopping. What the hell is going on? This infection will spread all over the world. You want the story? I'll spin it for you quick. But the laws of science are broken. Et alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que peut-être que plein de gens ont vu ce Planète Terror de Robert Rodriguez, mais ça me donne l'occasion de parler de Robert Rodriguez que j'aime beaucoup. Alors d'abord, je replace Planète Terror, puisqu'on voit pas, il y a marqué par le réalisateur de Sin City. Effectivement, c'est le mec qui a réalisé Sin City, que j'aime beaucoup personnellement, il est très décrié. Il a aussi réalisé Une nuit en enfer, que j'aime beaucoup, le seul film où Tarantino joue bien, on y reviendra. Et encore. C'est donc officiellement, pour moi aussi, le meilleur film de Tarantino. Voilà, c'est ça, pas réalisé par Tarantino. Donc, il a aussi réalisé The Faculty, il a fait les Spy Kids, plus récemment il a produit Predators, malheureusement. Il a aussi réalisé Machete 1, Machete 2, avec Steven Seagal dans le 1, je tiens à préciser. Voilà. Et Robert Rodriguez, c'est un fou, c'est un mec qui est dans ses studios, je crois que c'est au Texas, Troublemaker, et il est réalisateur, producteur, il a son truc d'effets spéciaux. Dans ce film-là, il est scénariste, je crache partout, c'est formidable. Il est aussi directeur de la photo, il a fait la musique, je suis sûr qu'il a encore des pseudos pour faire des trucs. Il a toujours des problèmes avec les syndicats aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, tu n'as pas le droit d'avoir 40 fonctions sur un film. Il faut que que chacun ait le droit de travailler. Donc il y a eu des gros problèmes sur Une nuit en enfer. Il y a un documentaire qui en parle, des grèves parce que, etc. Robert Rodriguez, c'est un fou. Et on peut le rapprocher de Tarantino pour plein de choses. D'abord pour ce film-là, puisque c'était un projet des frères Weinstein, ancien boss de Miramax, Weinstein, Tarantino, Rodriguez, qui s'était dit on va faire un film en hommage au film d'exploitation de l'époque, double programme, drive-in. Le fameux Grindhouse. Le fameux Grindhouse, voilà. On va faire 2 films aux États-Unis, on va les sortir ensemble. On va faire 2 films bis en hommage au vieux cinéma bis un peu cradingue, dégueulasse. Voilà. Alors Tarantino, comme d'hab, il a pas réussi à faire autre chose qu'un film qui se regarde le nombril en disant regardez, je suis Tarantino, je parle de Tarantino, en train de parler de Tarantino, regardez le Tarantino. Enfin, je sais pas, t'en avais pensé quoi? Parce que c'était chiant comme la mort, justement. Fucking horrible. Rodriguez, de son côté, fait ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire un film où il se met, lui, en retrait, mais il y a 40 milliards d'idées non-stop. Alors des fois, tu dis ah, ça c'est moins bien, mais ça va tellement vite et il y en a tellement que tu te dis le mec il donne, il arrête pas de donner, il y a 1000 idées. Et quand il fait une parodie de film d'exploitation à l'ancienne, il met tout. Alors de la pellicule dégueulasse jusqu'aux bobines qui manquent, parce qu'il y a quand même un moment où il se passe un truc, t'as marqué le truc brûle, t'as marqué bobine manquante et ça enchaîne avec le bâtiment en feu. Tu sais pas ce qui s'est passé, tu t'en fous, il manque une bobine. Voilà, ça c'est génial et ça n'arrête pas. Bruce Willis dans un second rôle, pas un super acteur mais il est plutôt rigolo. Il y a donc comment s'appelle cette danseuse pole dancing, merde j'ai oublié son nom. Oui, ah ouais, qui était l'ex de. Comment tu dis toi? Rose McGowan. Rose McGowan, il a raison, c'est un barbu, c'est pour ça. Et alors c'était génial. Il y a un comédien de Lost, il y a. Oui, c'est Saïd de Lost. Ouais. Il y a un paquet de vieilles trognes quoi. Il y a un paquet de vieilles trognes. Il y a Michael Bean aussi, non? Il y a pas Michael Bean dedans? Si, il y a Michael Bean qui joue un keuf. Il y a Tom Savini, le maquilleur lui-même, qui joue un bras droit con de Michael Bean, qui joue dans Nuit en enfer. Et t'as carrément aussi donc Rose McGowan qui à un moment se fait couper la jambe et se fait greffer sur la jambe au mystère une mitrailleuse.
mitrailleuse. Un petit hommage, un clin d'œil, rip-off de Machine Girl, de Nobuo Iguchi, qui a réalisé Dead Sushi, Robo Geisha, dont j'ai parlé maintes fois. C'est-à-dire qu'à l'avant-dernière émission de la saison 3, je viens de comprendre. Ouais, t'as réussi à lier les 3 saisons, un peu comme Lost. Ça y est, je les tiens. J'ai compris, Rurik. Et donc voilà, tout ça pour dire que Rodriguez, il est dans la générosité, ça n'arrête pas, il y a des idées partout, tout le monde joue très très bien, enfin surtout les bons acteurs, c'est-à-dire pas Tarantino une fois de plus. Tarantino au moment il joue un soldat et là il s'est dit c'est ma scène à moi, alors là carrément il est dans un ascenseur, il arrête l'ascenseur, il fait tout un monologue pour dire à quel point il est bon, il est très mauvais, c'est atroce, faut qu'il arrête, d'ailleurs il a arrêté, merci. Non, ce que je voudrais dire c'est qu'effectivement tu faisais mention tout à l'heure. Voilà. Jean Roucas sort de ce Ok, alors, pendant qu'on est sur Jean Roucas, les chaussons de la honte sont de retour. Je ne porte que ces chaussures. Et alors, pourquoi je faisais mention une fois de plus de ce que tu disais, c'est que dans la version originale du film, parce que chez nous, il n'y a que le Tarantino qui est sorti en salle, lui il est sorti direct en DVD, il y avait, les deux films étaient entrecoupés de fausses bandes annonces, ou plutôt de vraies bandes annonces de faux films, dont Machete, qui est devenu un vrai film, et maintenant une licence de film. Une licence, et bien après, et il y a eu aussi des trucs. Rob Zombie en a réalisé un. Werewolf Woman of the SS, où tu voyais Nicolas Cage en espèce de Fu Manchu qui faisait les mecs ont fait Shaun of the Dead qui faisait un truc qui s'appelait Don't, où il fallait pas ouvrir la porte, machin, ça c'est. Et ça, c'est rien que ces petites bandes annonces sont déjà un trésor, déjà vachement mieux que Boulevard de la Mort. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi du coup l'ensemble n'est pas sorti dans son ensemble? Non, en fait, déjà il y a deux choses, c'est qu'aux États-Unis ils sont sortis dans des versions un petit peu cut, et le Boulevard de la Mort est sorti en France dans une version tarantinesque, c'est-à-dire de 8h28. Et en plus, je pense qu'ils se sont dit simplement, aux États-Unis le film s'est planté. Oui. En France, on va la jouer safe. Rodriguez pour la tête, pour les gens, c'est un bisseux. On va sortir Tarantino parce que c'est Mathieu Tarantino. Bon, il se trouve que c'est son film le plus pourri. Quand ça commence avec la fille de Sidney Poitier, quand même, faut le savoir, première star noire de l'histoire du cinéma, Sidney Poitier, qui parle dans la voiture, qui parle. J'avais envie vraiment de lui couper la tête et vraiment de la mettre sur n'importe quel pic. Je voulais qu'elle ferme sa bouche. Super, voilà, on est d'accord parce que Gérard Schaeffer coupait la tête de certaines de ses victimes. Non, je plaisante. Non, mais par contre, c'est une très bonne transition puisqu'on va finir de parler à Fils de Sam, voilà. Et justement, alors, tes références cinématographiques, je suppose que tu l'as écrit. Qui fait lien direct avec ce que tu dis et ton livre. Tout à l'heure, tu me disais, mec qui sort dans New York, qui tue des coupes. Moi, je pense au Maniac de William Lustig. Il y a Maniac, il y a le film de Spike Lee aussi qui. Est-ce que Maniac a été inspiré du fait divers en fait? Le truc, c'est que je pose la question, c'est-à-dire que Berkowitz, il s'est fait arrêter en 78. C'est pas un secret, il suffit d'aller voir sur Internet. Il s'est fait arrêter en 77, il était jugé en 78. C'est quoi, et il se trouve que c'est 80. 80 c'est 80 et dans la foulée, c'est ça, oui. Maniac Cop c'est en 86 et en 80 il y a Cruising aussi qui se passe à New York. Mais de Friedkin. Comme il dit, il y a donc à mon avis, comme tu dis, dans le truc américain, tous les films d'horreur sont inspirés vraiment de tueurs en série. Massacre à la tronçonneuse, c'est Ed Gein. Oui. C'est la représentation d'Ed Gein. Mais c'est le boucher de toute façon, le film noir ou le roman noir ou même la SF par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, si on pense à des films comme Soleil Vert, c'est vraiment c'est la culture qui, contrairement à ce que beaucoup de gens qui n'y comprennent rien pensent, c'est typiquement la culture qui est la mieux placée pour parler du quotidien qu'on connaît tous, quoi, de la réalité sociale. Soleil Vert, ça se passe dans le futur, mais ça parle d'un quotidien, et d'ailleurs ce quotidien on s'en rapproche aujourd'hui. Tu parlais de pollution tout à l'heure par rapport au bouquin, et de toute façon c'est comment dire ça, un film noir ou un bouquin noir par exemple, que ce soit Fils de Sam ou d'autres. Parler d'un tueur qui s'en prend à une population, c'est avant tout parler de la ville. Et voilà, le truc c'est ça, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, dans les États-Unis, la mort était présente en permanence. Alors, soit on te parlait du Vietnam aux infos, soit c'était des gens qui crevaient la dalle dans la rue, soit c'était un film, politique. Soit c'est... Oui, non, mais c'était ça. C'est-à-dire qu'il y avait comme un parfum de mort ambiant. Donc, il ne s'agit pas de dire que parce qu'il a vu ce film, il est allé tuer. Mais je ne pense pas que ça prédispose en bien certaines personnes. C'est-à-dire, et de toute façon, c'est l'éternel débat, si à la base, tu as des soucis psychologiques et que tous les films que tu vois, c'est Orange Mécanique, Tuernay et compagnie, peut-être qu'en bout de chaîne, ça va créer un truc. Pourquoi ce choix de David Berkowitz? Parce que Berkowitz est l'un des rares tueurs auxquels on peut facilement s'identifier et que ça me permettait de totalement désacraliser sa posture.
L'apport de Stéphane Bourgoin, parce que je crois qu'il est directeur de collection, si je dis pas de bêtises. Oui, chez Ring, exactement. Tout simplement parce qu'il a rencontré Berkowitz. Il les a tous interviewés, hein, Schaeffer et compagnie. Berkowitz, il l'a interviewé et voilà. Et donc j'ai travaillé étroitement avec lui et bon, ça m'a rassuré parce que tout ce que j'ai mis dans le livre est avéré. Et Stéphane, qui connaît très bien l'affaire, m'a dit c'est bon. Le film que tu conseillerais pour quelqu'un qui vient lire le bouquin, qui voudrait mettre des images dessus, mais que t'as pas encore vendu les droits d'adaptation? 2 films. Cruising, pour l'ambiance, un super film de Friedkin, très, très mal compris. Et Summer of Sam de Spike Lee, qui choisit de traiter l'affaire à travers ses conséquences, c'est-à-dire les retombées de la terreur dans les différentes communautés de New York. Enfin, c'est un film de Spike Lee, quoi, on va dire. Voilà. Ouais, c'est bien résumé. Et par contre, c'est un très bon film. Par contre, il ne sert à rien de regarder Sam, je suis Sam, où Sean Penn joue un handicapé mental d'une manière absolument ridicule. Allez, tout de suite. Sam et Sally. Voilà, exactement. Je vous laisse retrouver des petites vannes sur Sam et on se retrouve juste après Shopping List. Mon collègue et moi, on nous a confié une drôle d'affaire. Une affaire chelou, comme on dit dans le métier. Apparemment, un corps a été retrouvé dans un terrain vague tout près de Mansville, à Tennessee. À côté du corps, on a retrouvé quelques indices. Premier indice, la BD Metropolis de chez Delcourt. Apparemment, une histoire de pure uchronie par Serge Lehmann, dont Laurent nous vante tout le temps les mérites sur le plateau. On se trouve dans les années 30, il n'y a pas eu de Première Guerre mondiale, la conquête de l'espace se prépare. Soudain, un attentat, un tueur, tout va partir en sucette. C'est juste incroyable. Un dessin aérien, une mise en scène puissante, un chef-d'œuvre. Freezing Zero chez Doki Doki. C'est à la fois un spin-off et un préquel de la série Freezing. Alors Kaza est pas encore si forte qu'on le connaîtra plus tard dans la série mère. Pour l'instant, c'est juste une petite Pandora particulièrement douée au combat. Alors elle arrive chez Genetics, tout ça est un peu concon et c'est vraiment réservé aux fans de la série originelle. Buddy Spirit chez Tonkam. Alors enfin un tome 1, ça c'est cool parce que franchement se taper le numéro 70 de One Piece n'a plus aucun sens pour moi. Dedans, on retrouve des robots serviteurs qui commencent à péter les plombs et qui tuent des humains. Le SARF, une police un peu spéciale, va mener l'enquête. Un très joli manga sur les mechas, des rebondissements sans les tics qui peuvent, en tout cas, potentiellement m'irriter. Last Exile chez Panini Manga et pas Panini Poulet, s'il vous plaît. C'est une série qui a été créée pour les 10 ans du Shio Gonzo et apparemment ça, c'est la version manga. Le pitch est assez simple, après 600 ans d'exil, les héros vont prendre place à bord du vaisseau Exil pour rentrer sur Terre. Mais sur Terre, apparemment, c'est aussi la merde. Et curieusement, c'est joli et frais. Cosplay, un roman chez HC Éditions, une multinationale au bord de la faillite qui est rachetée par un milliardaire qui veut la détruire. On y suit Cathy, une employée récente qui va découvrir le cosplay. Alors attention, pas le truc de Yumi, mais un jeu virtuel pratiqué dans l'entreprise où chacun prend l'identité d'un personnage historique connu. Mais attention, ça va partir en sucette. Alors c'est un pavé plutôt intéressant malgré quelques petites erreurs de jeunesse. Passage un peu expédié à mon goût. Alors collection, ils en sortent des petites pépites, mais alors là, ils ont plutôt bien joué avec un bouquin sur le punk. Alors pourquoi je parle du punk dans la shopping list? Parce que je suis un punk. Et bien évidemment, personne n'a oublié une combinaison complète de moto Stormtroopers à 1100 € dans les parages, ça c'est sûr, ça m'aurait étonné. Je crois que j'ai trouvé l'identité de la victime, car dans ses mains il avait section infinie. Ce mort, c'est Laurent Kessy. Nous quitter, Mickaël, tu vas bientôt devoir lire le chroniqueur qui t'a le plus convaincu. Moi, juste pour avant resituer, Fils de Sam, c'est chez Ring. Une séquence que j'ai adorée, moi, c'est celle où il met le feu pour la première fois et qui dévie en truc très très sexuel. Et voilà, une écriture qui, moi, m'a plongé complètement dedans, même si je ne mets pas des incendies. Enfin, je ne fais pas des incendies, je ne mets pas ma main dans la culotte. C'est possible d'attribuer 2 plus? Ah non, parce que non. Je prends les 2 barres, j'en donne une à chacun parce qu'en fait, Planète Terreur, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Et je pense que c'est l'œuvre dont on a parlé ici qui est la plus connue des 3. Donc du coup, on va dire qu'il mérite peut-être un petit peu moins d'être en lumière, parce qu'il est déjà en lumière, même si... Tout à fait. Même si tu m'as donné envie de le revoir. Non, mais tu veux dire que Rurik a fait un choix de facilité, c'est-à-dire que de toute façon, cette année, il nous a parlé que de grands films. Tu nous as fait quoi? Retour vers le futur, Alien, Armageddon. Ouais, mais je vous ai pas E.T. dit pas Impact. En sachant que cette vanne, en fait, c'est vrai, c'est notre productrice. Elle rêverait qu'un jour tu nous parles de Retour vers le futur à ta façon. Ça serait très drôle. Tu nous parles de Retour vers le futur? Non, Mickaël, du coup, tu disais le deuxième. Ça sera donc pour vous Nico. Ouais. Okay. Pour Nico et bienvenue à Zanzibar. Oui, exactement. Tout ça, Est-ce que j'ai le droit d'attribuer un point spécial? Vas-y. Alors. Et pourquoi? Pour son livre. Et pourquoi? Ça m'a donné envie de rêver. Ça a l'air génial, pareil, il m'a scotché. Ton truc m'a scotché, mec. Oui, mais attends, c'est ton moment là. C'est pas moi, c'est John Brunner qui Passe-moi ce livre.
Alors, c'est marqué dessus, les chefs-d'œuvre de la science-fiction. Voilà. Il y avait jusque maintenant Bienvenue à Zanzibar dans les chefs-d'œuvre de la science-fiction, mais j'ai envie de dire ce livre n'existe plus. Car maintenant, il existe la BD de Laurent Kessy que vous pouvez regarder en ayant un petit Metaluna sous la main, en lisant le livre de Michael Monson. Je sais quoi, mention très bien. Ok. Sous les applaudissements, les amis, allez-y. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Merci de nous suivre. Michael, un grand merci, t'es le bienvenu. En tout cas, si tu reviens, il faut que tu reviennes vite parce que c'est l'avant-dernière de la saison. J'ai envie de dire, il faut que tu restes dans le studio, quoi. Allez, on se retrouve à très bientôt et n'oubliez pas qu'un bon geek sera toujours un geek curieux. À ciao, bye bye.